minutes, hein. Vas-y, prends ton temps. Voilà. On va voir progressivement les personnes se connecter. Ça se lance tout doucement, voilà. Là, je vois que la présentation et que nous sommes en direct. On va attendre, les participants et on va leur demander, dans la mesure du possible, de nous confirmer que, Qu'il soit bien présent. ouais, c'est ça, qu'on puisse avoir des petites validations, que la connexion est bonne, le son est bon. Pour l'instant, ça se connecte. Je vois une personne, donc on va attendre un petit peu. Hop, ça va se connecter tout doucement. Alors, je vois, n'hésitez pas, voilà, à nous rejoindre avec le petit délai de connexion. Pour ceux qui sont présents, n'hésitez pas dans le chat à nous mettre un petit message pour nous confirmer que la connexion est bonne à la fois sur la vidéo et sur le son. Alors, ça se connecte doucement. Je vois que certaines personnes là commencent à nous rejoindre. N'hésitez pas dans le chat à nous dire si vous nous entendez bien. Bienvenue, bonjour à tous. Bonjour à tout le monde, bonjour tout le monde. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Ouais, un petit message, tout fonctionne, le son, la vidéo, tout est OK pour vous. Voilà, je vois que Jeanne nous a rejoint. Merci Jeanne, bienvenue, bonjour, tout fonctionne, c'est parfait. Hem, Jennifer aussi nous confirme que tout fonctionne bien. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de commencer dès à présent. On va essayer de ne pas vous retenir trop longtemps parce qu'on sait que vous avez plein de choses à faire. Je me représente très rapidement. Je suis Aurélie Lampérière, la directrice pédagogique de Fort Prof et la Fabrique du Prof. Je suis aujourd'hui accompagnée de Marie-Béatrice Mingros, une formatrice plus chez Fort Prof depuis de nombreuses années et la Fabrique du Prof qui intervient en tant que coach et qui suit certains professeurs des écoles depuis de très nombreuses années aussi pour vraiment perfectionner le travail de classe. Donc Marie-Béatrice vous propose aujourd'hui de vous donner des conseils vraiment à la veille de votre première rentrée ou de votre rentrée. On va revenir sur 10 points différents. Ce qu'on vous propose, c'est de ne pas hésiter après chacun des points à nous dire si c'est clair et puis si au contraire vous avez des questions particulières et à la toute fin, si vous avez des questions par rapport, vous, à votre propre préparation, à nous les partager dans le chat. Voilà, c'est parti. Marie-Béatrice, C'est merci d'être parti, avec nous. merci Aurélie. Donc bonjour à toutes et à tous. Le premier point Est-ce que je- important, me semble-t-il, hein, qu'on doit aborder quand on prépare sa rentrée et qu'on oublie parfois, c'est qu'une Ouais. circulaire de rentrée est parue dans le courant du printemps. Et cette circulaire de rentrée vous donne les instructions pour l'année scolaire à venir. Donc ici, la circulaire de rentrée de 2026-2027 recentre surtout l'école sur ses missions fondamentales qui sont instruire et protéger. Donc elle rappelle surtout que l'école est une école d'exigence, notamment au niveau du langage et du raisonnement, avec une priorité absolue, et c'est bien noté absolue dans la circulaire, hein, qui est donnée à la maîtrise du français et des mathématiques. Donc vous voyez, on retrouve ces fondamentaux qui Mm. sont la priorité du ministère de l'Éducation nationale. Alors, cette circulaire appelle tous les enseignants, alors il est noté, hein, à préférer le mieux au plus. C'est-à-dire à concentrer les efforts, nos efforts, hein, sur les apprentissages essentiels à l'école primaire, parce que c'est là que se construisent les bases de tout ce que les élèves vont acquérir durant leur scolarité. Donc le français, par exemple, hein, je prends juste l'exemple du français, occupe une place centrale, bien sûr, avec l'enseignement de la lecture, de l'écriture, l'enrichissement du vocabulaire et la pratique régulière de l'écrit.
Donc, la maîtrise du langage va conditionner la compréhension de tous les autres domaines d'apprentissage et donc c'est bien le premier levier, hein, des inégalités scolaires et notamment à l'entrée en sixième, il est quand même constaté que ces inégalités ne font que se creuser. Alors Voilà, si vous avez Marie-Béatrice, des questions, oui, ouais, Aurélie? juste, je fais évidemment le lien avec la conférence, de rentrée de notre, ministre qui a eu lieu, avant-hier, hein, et qui, renforce les éléments de cette circulaire. Alors, pourquoi c'est, selon toi, important d'avoir, une vue sur, cette circulaire, de quand même prendre connaissance de la conférence de rentrée du ministre? Comme tu le disais, hein, il y a des points, qui donnent le ton quand même, et les attentes, fondamentales du ministère. Oui, et puis comme vous le verrez tout à l'heure, on l'abordera un peu plus loin, lorsque vous aurez, vous allez devoir préparer la réunion de parents, d'élèves de la rentrée scolaire, peut-être, réaffirmer ce cadre, pour montrer également aux parents que vous avez des contraintes et que vous êtes, même si vous avez une liberté pédagogique, vous êtes encadré par des programmes, par des exigences liées, non pas aux lubies, hein, du ministère de l'Éducation nationale, hein, mais liées à des constats qui ont été réalisés à l'issue des évaluations. Donc, si ces rappels sont faits de manière catégorique, c'est qu'effectivement, ce qui est envisagé, c'est que l'on essaye de réduire les écarts entre les élèves qui ont le plus de difficultés au niveau de l'apprentissage et les élèves qui vont acquérir rapidement les connaissances. C'est ça, donc important de vous le noter, de peut-être, évidemment vous servir, des éléments de la circulaire et de la conférence pour l'intégrer dans la préparation de votre réunion avec les parents parce que ça instaure, évidemment le cadre, sans avoir, en tant qu'enseignant, à porter un jugement sur ce qui est décidé, écrit, mais juste, appuyer sur le fait que c'est le cadre, professionnel dans lequel vous allez accompagner leurs enfants. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet, Ça Aurélie? semble clair Ça pour, nos semble clair? participantes, pour Voilà. l'instant. Donc on va poursuivre avec, un deuxième point, qui questionne, souvent, c'est l'emploi du temps. Marie-Béatrice, qu'est-ce que tu peux nous en dire, sur la réalisation de cet emploi du temps? Alors, l'emploi du temps, bien entendu, c'est votre premier poste. Peut-être avez-vous eu déjà des contacts avec l'école, peut-être vous n'en avez pas encore, vous n'avez pas pu en avoir, puisque Mmh. vous allez travailler peut-être en binôme, hein, avec soit un enseignant expérimenté ou un directeur d'école si c'est une décharge de direction, ou avec un autre PES comme vous. Donc, ce qu'il est important de savoir, c'est que l'emploi du temps, vous allez le construire pour le début de l'année scolaire. Et vous serez bien sûr amené à le modifier parce qu'un emploi du temps ne reste pas figé tout au long de l'année. Donc, concernant la création de l'emploi du temps, bien sûr, si vous devez le faire vous seul, sans avoir de concertation avec votre binôme, pensez à tenir compte d'abord, bien sûr, c'est évident, du volume horaire de chaque matière qui est décrété dans les programmes de l'éducation nationale. Ça, c'est la première chose. Pardon. Deuxième chose, tenir compte des connaissances que vous avez acquises durant votre formation en chronobiologie, sur tout ce qui concerne le développement de l'enfant, sur les moments propices à l'apprentissage, à l'attention, les moments aussi où les enfants sont fatigués, en fonction de l'âge aussi, bien entendu, ces moments vont être différents. Donc, il va falloir programmer ces temps d'apprentissage qui sont contraints ou qui vont demander beaucoup d'attention des élèves sur des plages de temps où les élèves seront le plus réceptifs. Pensez par exemple le début de l'après-midi, c'est vraiment un moment où les enfants sont fatigués, ils sont en train de digérer, ce n'est pas le moment de programmer une séance de maths. Ensuite, donc, troisième point, c'est tenir compte des possibilités et des impératifs de l'école. Peut-être les connaissez-vous ou pas. Si vous les connaissez, prenez-en compte maintenant. Pardon. Par exemple, le PS, est-ce qu'il y a un gymnase ou pas? Quels seront vos critères, vos plages horaires pour le gymnase? Pour la cour, à quel moment la récréation est prévue? Est-ce qu'il y a une salle d'art plastique? Est-ce qu'il y a une salle d'informatique? Et à quel moment vous allez pouvoir en bénéficier? Donc ça, c'est important de le signaler dans votre emploi du temps. Vous allez aussi signaler peut-être des plages horaires durant une période où vous aurez donc l'enseignement de la natation ou l'enseignement de la patinoire, par exemple.
Ensuite, il s'agit de réfléchir à la place et à la durée des activités ritualisées, c'est-à-dire quels rituels vous mettez en place de manière à sécuriser les élèves, à les faire entrer dans les apprentissages et à quel moment vous allez les placer, ces rituels. En début de matinée, en début d'après-midi, en fin de journée, pourquoi pas. Donc, en quoi justement ces rituels vont amener les élèves à progresser. Par exemple, en fin de journée, si vous voulez faire le bilan de la journée, ça peut être intéressant d'amener les élèves à avoir un recul sur ce qu'ils ont appris vraiment, pour ils en aient conscience et qu'ils puissent ensuite le valider. Par exemple, combien de temps aussi, eh bien, ces rituels vont durer? Est-ce qu'ils vont évoluer, bien sûr, tout au long de l'année? Et je vous conseille vraiment de les faire évoluer. Je pense notamment en maternelle, hein, les rituels de rechercher la date, rechercher le mois, etc. Comment on les fait évoluer? Donc ça, c'est important. Ensuite, dernier point pour construire son emploi du temps, c'est réfléchir à la place des moments collectifs, à la place du travail en groupe ou en atelier. Quand allez-vous mettre ça en place? Ça va bien sûr avoir une incidence sur l'organisation de la classe par la suite. Donc l'emploi du temps, je le répète, est modulable en fonction des projets, en fonction des élèves, en fonction des périodes. Donc il va falloir que vous donniez des repères clairs à vos élèves et aux parents d'élèves, puisqu'ils vont pouvoir lire l'emploi du temps qui va être affiché sur la porte de la classe, par exemple. Repères clairs aux élèves, parce que s'ils vont au gymnase, il va falloir qu'ils pensent à apporter leur tennis, leur tenue de sport, par exemple. Et puis surtout des repères clairs pour vous également, parce que vous allez devoir respecter le volume horaire qui est accordé à chaque discipline dans les programmes. Mmh. Je crois que c'est clair, et évidemment, bah, cet emploi du temps, on a quand même pas mal de lauréats là qui nous ont dit avoir déjà pris connaissance avec l'école, avoir, pris contact avec le binôme. Donc évidemment, l'emploi du temps va se construire aussi à 2 avec une répartition, de, qui prend en charge Oui, quoi en bien fonction sûr. aussi des temps de formation que vous aurez à côté. Est-ce que par rapport à ça, nos participantes, je vois que des jeunes femmes, vous avez éventuellement des questions, des inquiétudes par rapport à la gestion de cet emploi du temps? Romane, Jennifer, Jeanne, est-ce que ça va pour vous? Est-ce que ça, ce point-là est clair pour vous? Alors ne stressez pas, hein, le 1er emploi du temps du début de l'année, hein, vous le faites, en toute, sans vous inquiéter et progressivement, vous verrez que vous êtes l'observation de vos élèves aussi va vous amener à modifier cet emploi du temps. Donc, laissez-vous du temps, justement, pour réaliser cet emploi du temps. Parce qu'effectivement, vous ne pourrez pas suivre le 1er emploi du temps que vous avez élaboré et c'est tout à fait normal. Et puis, c'est important de le faire varier dans l'année aussi pour éviter la routine aussi chez les élèves. D'abord pour vous déjà, mais aussi pour les élèves, de leur présenter un nouvel emploi du temps, par exemple à chaque période, en disant quelles sont les petites évolutions que vous avez mises en place. Ça va bien sûr les motiver pour redémarrer avec allégresse toute cette période qui arrive d'enseignement, hein. C'est toujours Alors, aussi. Romane, Marie-Béatrice réagit en disant que c'est clair, avec, bah, toujours, et ça on l'entend évidemment chaque année et c'est complètement normal, c'est l'inquiétude de réussir à tout faire. Alors ça rejoint le point suivant avec, l'organisation des supports et les programmations qu'on construit, et la possibilité ou pas de réussir à tout faire et cette gestion de l'emploi du temps et je dirais même du temps Eh oui, est une des premières difficultés des eh oui. premières de la première année, mais c'est normal, en fait, hein. Tu me Ah confirmes? oui, c'est normal. Si vous saviez le nombre de journées où j'ai terminé ma journée en me disant mais j'ai pas eu le temps de tout faire, quand j'ai commencé ma carrière, ça a duré toute la première année, voire le début de la deuxième année, et encore par la suite, ça m'est arrivé encore. Donc, il faut Mmh. surtout pas, je dirais, vous inquiéter ou vous angoisser en vous disant que vous n'êtes pas une bonne enseignante ou un bon enseignant parce que vous n'avez pas fait tout votre emploi du temps. Il s'agit simplement d'être capable de l'expliquer aux élèves, de dire voilà, aujourd'hui, vous voyez, on a perdu beaucoup de temps pour ça. Je vais y réfléchir pour faire évoluer de manière à ce que la prochaine fois, on perde moins de temps. Ça peut être simplement la différenciation. Vous n'avez pas pu calibrer correctement ou que vous n'avez pas perçu pour la mettre en place en amont, etc. Donc,
il faut surtout pas vous inquiéter. Cependant, je pense ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que même si les priorités de l'éducation nationale, c'est les maths et le français, pensez toujours à ces élèves qui apprennent ou qui sont contents de venir à l'école parce qu'ils vont faire du sport, parce qu'ils vont faire des arts plastiques, parce qu'ils vont avoir d'autres domaines disciplinaires sur lesquels ils vont réfléchir. Ne pas les occulter complètement. C'est-à-dire ne pas sans cesse dire on supprime la séance de PS parce qu'on a trop de maths à faire. Mmh. Ça, c'est important. Il vaut mieux qu'ils fassent un peu moins de maths mais qu'ils aillent quand même vers de l'EPS et que vous repreniez les séances le lendemain ou la semaine suivante. Hein, voilà. Alors, Jennifer nous dit qu'elle va être contractuelle et qu'elle, demande si on a des ressources. Alors sur notre site de la fabrique, on doit et vous devez pouvoir télécharger, quelques ressources, et on vous fera, on peut vous partager un exemple d'emploi du temps. Mais là encore, n'hésitez pas à faire le point avec, et l'école et l'équipe avec laquelle Oui. vous allez travailler, pour pouvoir, quel est votre emploi du temps, Jennifer? On peut vous envoyer un exemple type, mais sachez que ça va se construire aussi avec, vos élèves, la classe et puis l'équipe avec laquelle vous allez travailler. Et puis si vraiment, vraiment vous êtes en difficulté, hein, on en parlera tout à l'heure, mais il y a la hotline. Hein, vous prenez 1 heure de hotline et vous échangez avec un formateur qui va vous aider à le réaliser si vraiment vous êtes en panique. Hein, vraiment. Ouais, et puis On on en parlera tout reparlera à l'heure. peut-être et c'est Oui, vrai que tout à l'heure. quand on est contractuel, on Voilà. parlera du coaching rapidement, quand on se lance comme ça en qualité de contractuel pour sa première année, évidemment que ça paraît, qu'il y a une montagne, mais on peut, vous aider, à construire toute cette année, hein. Ne restez pas seul, Heu, hein, ne restez pas seul face à cette angoisse surtout, hein. N'hésitez pas à nous alors, contacter. on parle de l'emploi du temps notamment, mais j'ai affiché aussi le troisième point sur lequel tu souhaitais revenir, c'est la préparation des supports pédagogiques. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu mets derrière ces supports Alors, le pédagogiques? support pédagogique, c'est peut-être déjà cahier journal, hein, parce que le cahier journal, c'est là où vous allez bien sûr noter votre emploi du temps, mais également réaliser les préparations de chaque jour, chaque semaine, chaque période. Hein. Donc là aussi, vous avez plusieurs possibilités. La possibilité de le faire de manière tout à fait classique, c'est-à-dire par écrit, sur un cahier, un classeur, peu importe. Mais vous pouvez le faire aussi par traitement de texte aussi. Donc, c'est comment vous voulez vous organiser pour pouvoir y faire référence rapidement, pour pouvoir le modifier quand vous le souhaitez et pour pouvoir surtout le transmettre à votre remplaçant ou à votre binôme ou aux formateurs qui viendront vous voir ou à l'inspecteur s'il vient vous visiter pendant la classe. Donc, le cahier journal est un document qui retrace vraiment les apprentissages que vous avez envisagés, mais les bilans aussi de chaque journée, de chaque temps d'apprentissage, qui vous permettront justement de faire évoluer les préparations suivantes. Donc ça, c'est le premier document important. Des seconds documents importants, on va parler de progression et de programmation. Alors ça, en général, si vous tombez dans une école où il y a le projet d'école est tout à fait bien réalisé, où il y a également des progressions et des programmations de cycles, là vous aurez une tâche facile puisque vous allez pouvoir vous couler dans ces programmations de cycles, d'accord, ou ces progressions de cycles. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Si elles ne sont pas réalisées, alors avec votre binôme, comme le disait Aurélie tout à l'heure, puisque vous allez peut-être vous partager les tâches, vous allez déjà essayer de réaliser la programmation de la période 1. Alors, déjà peut-être dans tous les domaines d'apprentissage, peut-être d'une manière très précise en maths, en français et dans les domaines scientifiques ou histoire géo, et peut-être des points ou des différents, je dirais, différents projets que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir déjà les projeter sur la première période. Ensuite, le dernier outil qui est un outil indispensable, c'est le cahier d'appel. Alors, le cahier d'appel, moi, je vous invite à l'avoir, à ne pas le remplir dans un premier temps immédiatement, parce que le nombre d'enfants inscrits
à la rentrée scolaire risquent d'évoluer, hein. Soit des enfants vont quitter la classe, l'école, d'autres vont arriver. Peut-être ayez déjà une première feuille qui soit volante pour le premier jour de la rentrée, la première semaine de la rentrée, et vous reporterez ensuite ben, les présences et les absences dans votre cahier d'appel après la première semaine. Alors, ce cahier d'appel est important, hein, c'est un document qui est vérifié par l'IEN lorsqu'il vient vous visiter. Et c'est dans ce cahier-là aussi que vous allez pouvoir consigner les petites remarques que vous avez à faire sur ben, des observations que vous faites des enfants, en termes peut-être de violence, de noter ce que vous observez au jour le jour, si toutefois ça a besoin d'être consigné, pour pouvoir vous y référer si vous avez besoin de faire, par exemple, un signalement plus tard, hein. Donc ça, c'est important de l'avoir et c'est le cahier d'appel aussi que vous sortez avec vous lorsque vous êtes dans le cadre du plan particulier de mise en sûreté, que ce soit pour l'alerte incendie ou le confinement. Vous devez toujours avoir la liste des élèves présents dans votre classe au moment T qui va se dérouler donc dans l'année. C'est clair, Marie-Béatrice, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Alors évidemment, l'objectif là de ce temps, c'est pas de rentrer dans le détail de la construction de programmation ou de séquences séances parce qu'on en aurait évidemment pour de nombreuses heures, mais c'était de vous faire un petit récap sur les supports vraiment essentiels et je crois qu'il faut vraiment retenir que vous allez les construire au fur et à mesure. Ne Oui, vous mettez pas une pression à tout vouloir, prévoir pour l'année parce que ça va bouger et donc vous allez, faire des modifications, donc bah, les vacances, souvent, hein, elles servent aussi à ça. C'est que vous prenez un peu de recul avec ce qui s'est passé, avec les particularités, les besoins de vos élèves et vous allez, et évidemment, les programmes et vous allez construire, c'est quelque chose qui se construit, dans l'année et dans le temps. tout à fait. Pas de questions semble-t-il, pour le moment par rapport au support. On va continuer avec le quatrième conseil et le point sur lequel tu voulais revenir, Marie-Béatrice, c'est l'aménagement de l'espace. Bah oui, bien sûr, parce que soit vous avez pu déjà bah, pénétrer dans votre classe, hein, ce que je vous souhaite, et vous avez pu déjà voir quel était l'aménagement qui était réalisé l'année précédente. Soit vous n'avez pas pu et vous avez peut-être bon, déjà les niveaux et le cycle dans lequel vous allez enseigner, mais l'aménagement de l'espace classe reflète la pédagogie que vous souhaitez mettre en œuvre, hein. Donc, dans un premier temps, est-ce que vous souhaitez que les tables soient en rangée les unes derrière les autres, style traditionnel de la classe du 19e, du 20e siècle? Ou est-ce que vous souhaitez une autre organisation, essayer une autre organisation, puisque je dis bien essayer, puisqu'on peut changer d'organisation de l'espace classe quand on le souhaite. Donc, des points importants auxquels il faut penser, c'est réfléchir à la circulation des élèves. Il faut que les élèves puissent circuler facilement entre les tables pour avoir accès au tableau, par exemple, pour aller jeter un papier, pour aller au coin bibliothèque, par exemple. Donc, il faut qu'ils puissent circuler librement. Il faut aussi faire attention à ce que tous les élèves puissent voir le tableau, hein. Quand les élèves sont en îlot, par exemple, qu'ils sont donc perpendiculaires au tableau, ils ont une vue du tableau sur le côté. Est-ce que tous les élèves vont bien voir le tableau? Donc, assurez-vous, hein, mettez-vous assis dans la classe vide à différents endroits de la classe et vérifiez vous-même si les élèves auront bien accès au tableau. Ensuite, pensez aux espaces, justement, à la circulation, parce que les élèves vont devoir ranger du matériel. Ils ont besoin d'autonomie, hein. Donc, il faut penser à cette autonomie de l'élève pour qu'il puisse ranger le matériel, circuler, sans nécessairement toujours à vous demander l'autorisation et le faire en silence. Donc, pour cela, va le faire en silence, il ne faut pas qu'il bouscule du mobilier, par exemple. Bien sûr, les espaces vont évoluer dans l'année. Pensez aussi à créer un espace de travail fixe, peut-être si vous avez des classes suffisamment spacieuses, hein,
un espace de travail fixe ou des espaces spécifiques pour des ateliers. Je pense par exemple en maternelle, moi en grande section, j'avais toujours un petit atelier écriture avec une imprimerie Lego, avec où les élèves pouvaient aller écrire des phrases comme ils le souhaitaient quand ils avaient terminé leur travail ou en arrivant le matin, hein. Des espaces de travail autonomes aussi. Par exemple, des espaces où on a besoin d'un travail de groupe d'un groupe de la classe, pendant que quand on va travailler avec les autres, eh bien, on leur demande de s'isoler sur une table ronde pour travailler ensemble. Donc, ça peut être intéressant. Donc, pensez justement à l'organisation de ces différents espaces-là. Euh, et ensuite, pensez également à l'espace livre, hein. Alors peut-être avez-vous une bibliothèque, une BCD, ce qu'on appelle une bibliothèque centre documentaire dans l'école, ce qui est très bien. Mais vous pouvez emprunter quelques livres dans cette BCD et les installer dans votre classe en fonction du projet que vous menez, du thème que vous menez. Donc c'est important d'avoir un espace où les élèves peuvent aller chercher un livre, le lire lorsqu'ils ont terminé un travail par exemple, ou peut-être l'emprunter pour l'emmener chez eux et le lire chez eux. Pensez surtout aussi aux affichages, hein. Comment allez-vous afficher? Il faut qu'il y ait un affichage minimal, mais fonctionnel. Trop d'affichage va tuer l'affichage, c'est-à-dire qu'au plus les élèves auront d'informations, au moins ils les liront. En revanche, il faut qu'ils aient qu'ils puissent avoir accès à des informations qui leur seront utiles. Je pense par exemple à une frise numérique en maternelle, un alphabet, mais aussi en élémentaire, un planisphère. Un tableau des responsabilités, pourquoi pas, hein. Donc ça, c'est important. Ensuite, des affichages institutionnels. Alors ça vous concerne, et ça concerne les remplaçants, le binôme, c'est-à-dire des consignes de sécurité et d'évacuation. Vous devez avoir à proximité du lieu où vous avez si vous avez un bureau ou pas de bureau, mais l'endroit où vous posez vos affaires. L'emploi du temps, la liste des élèves, et pensez également à mettre sur la porte de votre classe pour le premier jour votre nom, le niveau de la classe, par exemple, hein. Pensez à faire une petite étiquette porte de classe. Voilà. Donc ça, ce sont les petits conseils à donner en termes justement d'organisation d'espace. Sachant là encore, hein, Marie-Béatrice, que si c'est votre première année, alors en binôme ou pas, hein, si c'est en binôme, bah, vous allez le décider ensemble aussi cet aménagement. Bien sûr. Donc ça va vous allez essayer d'échanger justement sur l'intérêt que vous pouvez trouver à organiser de telle ou telle façon. Ça va varier, l'organisation est souvent différente en maternelle, et ensuite en élémentaire et puis, on parlait tout à l'heure et tu évoquais, le fait de changer aussi l'installation, enfin, des élèves, que ce soit en îlot ou sur une organisation plus traditionnelle, à la fin de chaque période ou après chaque vacances, de penser à faire des rotations d'élèves. Ça permet aux élèves d'échanger différemment, enfin avec différents d'autres élèves que ceux avec lesquels ils ont été pendant la première période. Voilà, il y a tout ça à réfléchir, hein. Et pensez en maternelle à faire évoluer les coins-jeux, hein. C'est Les ça. coins-jeux de la première période ne seront pas les mêmes que pour la seconde période. Surprenez les enfants. Ou alors, préparez à la fin d'une période, préparez avec eux l'organisation en leur disant qu'est-ce que vous aimeriez, comment on pourrait organiser différemment. Ça peut se faire avec les élèves, bien entendu. Comme pour changer de voisin dans la classe, vous pourriez leur demander quelle serait la personne avec qui ils aimeraient être la prochaine période. Et c'est en disant que vous avez toujours, vous, par contre, je dirais, vous allez prendre la décision de les mettre ensemble ou pas, bien entendu, hein. Certains élèves peuvent être turbulents à deux et vous n'allez pas les mettre ensemble, mais leur expliquer pourquoi, hein. Je pense que c'est important aussi d'associer les élèves à toute cette Mmh. organisation, parce que ça leur permet justement de les rendre acteurs et d'avoir envie de venir à l'école parce que vous leur demandez leur avis, même s'ils savent que parfois leur avis n'est pas toujours suivi, si vous l'expliquez, et ils le comprennent très bien. Réfléchir à la mixité aussi, Voilà, Marie-Béatrice, c'est et oui, évidemment intéressant. oui. Très bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce qu'on continue sur le point suivant? Ça me semble clair et pas d'interpellation pour le moment.
Le conseil suivant, hein, Marie-Béatrice, c'est vraiment la préparation du document de liaison avec le binôme. Alors certains, hein, Jennifer, si vous êtes contractuel, vous allez être seul, mais pour beaucoup, peut-être pour la première année, vous serez en binôme. Donc comment préparer ce fameux document de liaison? Alors, si vous êtes Important, oui. contractuel, vous allez être seul, mais peut-être que vous allez être contractuel sur une période courte et vous allez devoir justement avoir vous devrez peut-être préparer un document de liaison pour la personne qui viendra après vous, mais peut-être que la personne qui était, l'enseignant qui était là avant vous aura préparé un document, et je l'espère, un document de liaison pour que vous puissiez assurer la suite, hein. Parce qu'être contractuel, ça peut être à l'année, mais ça peut être aussi sur des périodes. Donc, effectivement, ces documents de liaison sont essentiels. Alors, notamment, évidemment, quand vous travaillez avec un binôme, parce que vous n'avez pas l'occasion de, quand vous quittez votre salle de classe pour aller en formation, de voir votre binôme ou de le rencontrer, ou vous n'allez pas passer une demi-heure, trois quarts d'heure au téléphone à chaque changement d'enseignant. Donc, il va falloir laisser une trace. Alors, laisser une trace, bien sûr, de ce qui s'est passé durant votre temps à vous d'enseignement. Dans ce classeur ou dans ce document, alors ça peut être un document aussi dématérialisé, mais ça peut être aussi un classeur. Bien sûr, vous aurez toujours à disposition la liste d'élèves, les fiches de renseignement qui concernent les élèves. Alors ça, c'est pour les remplaçants, hein, quand vous serez absent ou malade, que vous serez remplacé, que le remplaçant qui ne connaît pas du tout votre classe ait les renseignements nécessaires, ne serait-ce que par exemple les personnes qui accompagnent les élèves à la sortie, accompagnent les élèves à l'école ou qui viennent les chercher à la sortie, par exemple, les progressions, les programmations que vous avez mis en place pour la période, et puis les projets qui sont en cours, hein, qui sont aboutis, ça c'est pour le binôme, ou qui sont en prévision. Euh, Bien sûr, noter la liste des comptines, des histoires que vous avez lues, et également faire un tableau des services de récréation qui va être à la disposition du remplaçant surtout. Il est important de consigner aussi les PAI dans ce document-là, parce qu'effectivement, il faut savoir à quoi sont allergiques les élèves quels sont les conseils donnés dans le cadre d'une allergie, par exemple. Et bien entendu, donner très rapidement des renseignements concernant l'évolution de l'enseignement durant les 2 jours ou 3 jours que vous avez pratiqué dans la classe, dire quels sont les élèves qui ont peut-être eu des difficultés, s'il y a eu aussi un incident, un événement remarquable qu'il serait important de signaler au collègue qui va venir dans la classe. Je pense par exemple à un enfant qui a été malade ou un problème entre les parents ou voilà. Donc ça peut toujours être intéressant de donner un maximum de renseignements au collègue qui viendra après vous pour justement éviter des erreurs, pour éviter des incompréhensions et le mettre mal à l'aise. Jennifer nous disait, hein, qu'elle va gérer, par exemple, elle, l'allemand en classe bilingue et sa collègue, le français. Et il y a une répartition évidemment qui se fait, donc il y aura aussi une communication sur le travail réalisé et mené avec les élèves, dans chacune des disciplines, bien Ben évidemment. oui, Mmh, oui, oui, oui. Non, absolument. c'est très important et puis c'est très important aussi, qu'il y ait cette liaison et qu'elle soit visible aux parents. Mmh, Parce que bien souvent les parents et notamment dans les plus petites classes, hein, que ce soit cycle 2 ou maternelle, disent: «Ah mais ils préfèrent avec telle maître être avec telle maîtresse ou telle maîtresse». mmh. Eh bien non, c'est pas ils préfèrent, c'est qu'il y a une liaison qui se fait, il y a une concertation qui est faite, il n'y a pas ça n'est pas, complètement fermé, l'enseignement d'une enseignante n'est pas fermé par rapport à l'autre, il y a une continuité. Et ça aussi, au niveau de la réunion des parents d'élèves, il va falloir le signaler, que vous êtes des enseignants à part entière et que vous assurez une continuité avec votre binôme dans le cadre des programmes de l'éducation nationale. Ça, c'est essentiel pour restaurer ou instaurer la confiance avec les parents. Très bien Marie-Béatrice. Le point suivant sur lequel tu souhaitais revenir, c'est les projets à prévoir dans l'année. Qu'est-ce que tu Oui, peux nous en dire?
Oui, ben, un petit point rapide, hein, c'est important. Dès le début de l'année, hein, vous allez avoir, vous aurez lu ou vous avez lu le projet d'école et dans quel cadre vous allez pouvoir vous prévoir un projet. Je sais que ça vous tient toujours à cœur quand vous démarrez la première année, eh bien de réaliser un projet avec vos élèves et c'est très bien parce que c'est très riche, c'est très intéressant, c'est très motivant pour vous, pour les élèves, pour les parents. Donc, les projets peuvent être des projets de littérature, mais aussi une correspondance scolaire, un élevage, une chorale. Tout projet est bon à prendre à partir du moment où il entre bien dans le cadre du projet d'école et qu'il entre bien, bien sûr, dans les programmes de l'éducation nationale. Donc, le projet, ça permet de répondre à beaucoup de questions, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que les élèves vont apprendre durant ce projet-là? Quelles compétences? Eh bien, je vais travailler avec eux. Quelles disciplines vont être en lien avec ce projet? Et quel temps va durer ce projet? Quelle va être la durée de ce projet? Ça, c'est important de le Mmh. définir au départ. Ensuite, vous allez définir le matériel nécessaire et vous allez planifier le travail autour de ce projet dans votre cahier journal. Si c'est sur un projet sur la première période, vous allez planifier sur la première période, comme vous allez pouvoir aussi le planifier avec les élèves en réalisant un échéancier. Le projet commence à telle date, il va se terminer à telle date, et entre-temps, peut-être qu'il y aura un atelier art qui veut s'inscrire, un atelier sciences qui veut s'inscrire dans le cadre du projet. Je pense que par exemple, c'est un projet art et sciences. Hein, voilà. Donc, ça peut être intéressant justement de motiver hein, les élèves dès le début de l'année. Ah oui, avec la maîtresse, on va faire un projet sur, par exemple, je ne sais pas, l'élevage, les élevages des escargots qu'on a ramassés dans la cour de l'école. Enfin, je vous donne un, un exemple très, très facile, mais ça peut être ça, par exemple. Hein. Ou alors décorer la classe quand on arrive, elle est vide et il n'y a rien. Comment est-ce qu'on va décorer cette classe pour avoir envie d'y venir? C'est un projet aussi de début d'année qui peut être très intéressant. Ouais, c'est pas nécessairement, indispensable de prévoir des projets, conséquents pour, les Non. premières années, hein. Après, les élèves, on arrive tout autant à les intéresser, leur faire développer des compétences avec des projets, «simples à réaliser» entre guillemets, hein. Et c'est bien de ne pas se mettre trop de pression non plus sur des projets lourds à porter. Ouais, ouais. Très Voilà, bien, donc parfait, on va passer parfait. maintenant au point suivant. Ouais, alors sur les fournitures, Marie-Béatrice, Et oui, c'est une alors question. évidemment, j'imagine que vous vous êtes, questionnée sur ces fournitures et ça se passe différemment d'une école à l'autre. Et oui, et oui. Donc c'est pour ça que c'est pas facile d'en parler de manière précise. En revanche, vous savez que certainement, une liste a été distribuée à la fin de l'année scolaire, soit une liste de cycles, soit une liste de classes aux parents d'élèves hein, qui ont fait leurs achats pendant les vacances. Mais vous savez aussi que les fournitures scolaires sont fournies majoritairement par la collectivité territoriale, c'est-à-dire là, en l'occurrence la commune, la mairie. Donc, vous allez déjà avoir des fournitures qui seront arrivées dans votre classe ou qui sont arrivées dans l'école que vous allez vous partager le jour de la pré-rentrée. Et puis, des élèves qui vont arriver tout gaillards avec leur petit cartable sur le dos et leur matériel neuf dans leur cartable. Je ne sais pas quelle est la thématique de cette année, mais voilà, il va y avoir des cartables qui vont se ressembler. Alors, Tu ce sais, qu'il est... souvent, hein, Oui. Marie-Béatrice, par rapport aux fournitures, on sait effectivement que la mairie, fournit, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut demander, finalement aux familles? Alors, normalement, il faut savoir hein, qu'une liste de fournitures est établie par le ministère de l'Éducation nationale pour éviter que les enseignants ne demandent du matériel qui va être trop onéreux pour les parents. Mmh. Donc, cette liste-là, elle est surtout axée sur du matériel qui s'use et qui est du matériel personnel à l'enfant et qui s'use. Je pense par exemple les crayons de papier, les crayons de couleur, les feutres. Mmh. C'est-à-dire que quand c'est usé, ils vont être remplacés par les parents d'élèves puisque c'est du matériel propre à chaque enfant.
Pour tout le reste du matériel, que ce soit les livres, les cahiers, et cetera, en général, c'est, la commune qui va financer, ce matériel-là, les photocopies, avec une photocopieuse, et cetera. La mairie, puisque normalement, je vous rappelle que l'école est gratuite, hein, donc la mairie va fournir tout ce qui est de l'ordre de consommables qui sont plutôt de l'ordre du collectif. Donc ici, par rapport à ces fournitures, vous avez certainement demandé ou on a demandé à votre place des cahiers ou peut-être des classeurs. Il va falloir vous poser la question, pour quel domaine je vais utiliser ces cahiers ou ces classeurs, quelles traces je veux conserver, comment je veux que les élèves mémorisent, et peut-être savoir comment vous allez étiqueter, amener les élèves à étiqueter tout ce matériel en début d'année. Hein. Est-ce qu'ils vont faire une page de couverture pour personnaliser leur cahier? Est-ce qu'il y a eu des protège-cahiers de couleurs qui ont été demandés, par exemple, protège-cahier rouge pour, je sais pas, le cahier de brouillon, jaune pour le cahier de sciences, etc. Est-ce que ça va se passer comme ça? Est-ce que s'ils ont des classeurs, est-ce qu'il va y avoir des intercalaires? Comment est-ce qu'il y Ou aura pas des feuilles de prévu, oui. couleurs en fonction des domaines disciplinaires ou pas? Tout ça, c'est important parce qu'il va falloir amener les élèves, alors je parle du cycle 2 et du cycle 3, hein, à être autonomes dans la gestion de ce matériel-là. Et il faut déjà l'anticiper, vous, sur comment un élève de 7 ans va procéder. Ce sera différent d'un élève de 10 ans ou 11 ans quand il sera en CM2. Donc, comment m'organiser pour que ce soit facile, que l'élève soit autonome et qu'il puisse se repérer facilement. Très bien, ça me semble également un point, clarifié. Alors on va aborder ensuite et on en a parlé, au début de ton intervention, la fameuse réunion de rentrée avec les parents. Oui. Oui, ça c'est aussi un point qui vous stresse, hein. En général, quand je fais du coaching, avec les stagiaires qui sont inscrits à la fabrique et les premières questions, c'est, comment j'organise ma réunion? Alors déjà, vous n'êtes pas tout seul, normalement vous êtes en binôme, mais si vous êtes contractuel, vous êtes seul. Déjà dans votre tête, dites-vous que vous êtes un ou une enseignante et non pas une, professeure des écoles stagiaire, hein. Vous vous positionnez en tant qu'enseignant. Ensuite, donc, deuxième chose, référez-vous à la circulaire de rentrée 2026, hein, qui insiste sur le fait de renforcer la relation entre l'école et les parents avec des échanges réguliers et une relation de confiance. Alors pour cela, je pense qu'il est important dans un premier temps d'évoquer l'organisation de l'école, c'est-à-dire de la classe, l'emploi du temps, la manière dont vous souhaitez communiquer avec les parents, alors soit par mail, soit par un blog de classe peut-être, ou un blog d'école, ou alors par un cahier de liaison. Euh, Également, si vous donnez des devoirs, pourquoi? Quel type de devoir? Ou si vous n'en donnez pas, c'est votre droit, pourquoi? Et comment donc vous allez informer les parents sur, les évaluations par exemple, donc ça les parents il faut que ce soit clair pour vous et clair pour eux. Et la relation de confiance, elle ne se construit que si c'est clair. Ensuite, peut-être parler des outils des élèves, si parfois, il en manque ou si vous allez utiliser lors de projets des outils particuliers. Les grandes lignes, alors il ne s'agit pas de s'appesantir, hein, sur le programme de l'année scolaire, mais les grandes lignes de l'année en mathématiques, en français, des projets. Également évoquer les modalités des évaluations et comment vous allez vous entretenir avec les parents. D'abord, l'objectif des évaluations, et bien rassurer les parents Mmh. qu'on n'est pas là pour noter ou pour je dirais, classer les élèves, mais pour simplement donner une valeur à leur travail et la notion de progrès à réaliser encore. Quelles sont les aides que les parents vont pouvoir solliciter s'ils ont des difficultés ou s'ils rencontrent des difficultés avec leur enfant, si leur enfant rencontre des difficultés? Donc, je pense au réseau d'aide, je pense à différentes aides de l'éducation nationale. Et puis, bien entendu, les règles de vie qui sont légiférées par le règlement intérieur, la charte de la laïcité, hein, la charte de l'utilisation d'Internet et bien entendu tout ce qui concerne les informations du programme phare qu'il va falloir aussi il va falloir faire un petit point aux parents pour leur rappeler que les enseignants sont bien conscients
qu'il existe du harcèlement scolaire et qu'ils vont être vigilants, mais que les parents aussi jouent le jeu en leur communiquant des observations qu'ils ont faites chez eux, de manière à travailler en coéducation. Donc, à l'issue de cette réunion qui devrait durer 1h30 au bas mot, hein, si toutefois il y a des questions particulière, demander aux parents de prendre rendez-vous pour un échange ultérieur, hein, ça ne concerne pas tous les parents. Prévoyez un compte-rendu ou un support de présentation aux familles qui sont absents, qui n'ont pas pu venir. Et surtout, le conseil ultime, c'est n'essayez pas de tout justifier, hein. Expliquez calmement vos choix professionnels. Pour cela, il faut que vous les ayez conscientisés avant. Et le cadre de l'école, hein, parce qu'il y a parfois des parents qui viennent contester certains points, certains domaines. Rappelez-leur que vous êtes dans le cadre des programmes et que vous êtes un enseignant qui donc a une obligation à la fois, bien sûr, de neutralité, mais surtout de suivre les injonctions du ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que ça va, c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette réunion de rentrée? Est-ce que, vous avez déjà, projeté? Alors c'est vrai que le directeur ou la directrice passe généralement également, les Oui. membres aussi, des représentants des parents d'élèves ou des associations. Alors parents d'élèves, c'est un peu tôt, mais, les associations, parents d'élèves, voilà, c'est de bien organiser la gestion aussi de ce temps d'échange, hein, Marie-Béatrice. Oui, oui. Déjà voir en réunion de pré-rentrée avec le directeur ou la directrice, quelles vont être ses interventions. En général, hein, le directeur va parler d'assurance scolaire. Il va évoquer les futures élections des représentants des parents d'élèves. Le règlement intérieur, c'est peut-être que le directeur lui-même va l'aborder, hein, ça c'est important aussi. Son rôle, c'est de redonner aussi, je dirais, le cadre de l'école. Il y aura déjà quelques informations qui vont être données. Donc, c'est pour éviter de les répéter, peut-être faire le point en réunion de rentrée, sur quel domaine tu vas intervenir pour que moi, je puisse ensuite caler mes interventions. Alors, soit avant, puisque le directeur passe de classe en classe et parfois les réunions de rentrée ont lieu en même temps, donc ne peut pas être au début de chaque réunion de chaque classe, donc il peut être soit au début de l'une et à la fin de l'autre. Donc, comment s'organiser aussi par rapport au passage du directeur dans chacune des réunions. Très bien, Marie-Béatrice, merci. On passe, à la préparation de cette fameuse première journée, qui, évidemment est stressante pour tout le monde, hein, les enseignants, les élèves, les familles. Qu'est-ce que tu recommandes justement pour cette première journée, Marie-Béatrice? Alors, cette première journée, ce n'est pas une journée ordinaire, ni pour vous, ni pour les élèves. Donc, n'en faites pas une journée scolaire classique surtout, hein. Essayez de vous dire que c'est une première journée de contact, première journée de rencontre. On apprend à se connaître, c'est la première chose, hein. Donc, on apprend à se connaître et ensuite, l'objectif, ça va être de commencer à poser le cadre et à construire le groupe classe surtout lorsqu'il y a par exemple un double niveau ou un triple niveau, hein. Donc déjà, c'est peut-être, vous avez préparé hein, l'espace, l'organisation de l'espace, montrer aux élèves où ils vont s'installer, où ils vont poser leur cartable, expliquer tout ce qui est de l'ordre des routines, hein, c'est-à-dire des règles de vie, comment on prend la parole, comment on se déplace, qu'est-ce que vous tolérez, vous, hein, ça peut être une classe qui peut être très bruyante. Quand on va pousser les chaises, est-ce qu'on a des balles de tennis qui va assourdir le bruit ou pas? Comment on déplace une chaise, par exemple, pour éviter le bruit et déranger les autres? Ce qu'ils vont pouvoir faire lorsqu'ils auront terminé leur travail, ou ils vont ranger leur matériel, par exemple. Euh, un petit conseil, c'est ne distribuez pas tous les cahiers en la première journée, hein. Ne leur demandez pas de rédiger toutes les pages de garde, ne leur donnez pas toutes les fournitures en même temps, parce qu'ils vont être submergés, les élèves, et ils ne pourront pas assumer justement l'organisation de ce matériel. Donc, allez-y de manière progressive, durant toute la semaine. Dites-vous, c'est une semaine de rentrée tranquille, hein. Ils vont perdre sinon beaucoup de choses et ça va être ennuyeux et ils vont mal commencer l'année. Ensuite, il va falloir fédérer le groupe classe, c'est-à-dire quand on apprend à se connaître, comment vous voulez vous présenter? Est-ce qu'on vous appelle maîtresse? Est-ce qu'on vous appelle madame? Est-ce qu'on vous appelle par votre prénom, par votre nom de famille? Est-ce qu'on vous voit? Est-ce qu'on vous tutoie?
comment est-ce qu'on va on va communiquer? Ça, c'est important que vous le définissiez, hein. Ensuite, peut-être vous prenez des photos des élèves, par exemple, pour, réaliser un tableau, et où vous avez amené les élèves à présenter leur propre personnalité, hein. Par exemple, un cycle 3, une petite photo et ensuite, ils se présentent sous la forme d'une production d'écrit et cette première production d'écrit, ça peut être intéressant parce que ça peut vous donner déjà une première observation des élèves et de leurs connaissances et de leurs compétences. Ça peut être intéressant. Bien sûr, vous n'allez pas réaliser d'évaluation le premier jour, c'est pas le moment, hein. Vous aurez les évaluations nationales qui sont prévues pour ça. Et puis, c'est pas le moment de stresser les élèves dès le premier jour. Donc, prenez le temps, justement, d'envisager le projet. Qu'est-ce qu'on va faire cette année? Comment on va s'organiser? Voilà. Et comment j'envisage peut-être de faire évoluer l'espace classe? Heu, et rendez-les acteurs, pour qu'ils puissent, être intéressés à leur lieu de vie, qui va être, un lieu de vie qu'ils vont devoir fréquenter pendant toute une année scolaire. Hein, ça, c'est important. Donc, clairement, Marie-Béatrice, c'est de pas faire une journée de classe normale, Mmh. c'est, de ne pas non plus «rien faire» entre guillemets, hein, et Non. de bien avoir prévu de s'approprier à la fois, la classe, de faire connaissance ou de se retrouver, hein, quand, il s'agit de classes qui se suivent dans une même école, de s'organiser aussi, travailler Oui. vraiment, et d'intégrer les premières règles de vie du vivre ensemble finalement. C'est ça, mais ne rien faire, c'est pas possible. Donc, je vous dis, une petite production d'écrit pour se présenter, ça peut être très sympathique. Ça peut être aussi commencer à réaliser des productions pour qu'on va pouvoir afficher dans la classe, soit à partir d'art plastique ou de dessin, mais ça peut être aussi commencer à travailler à partir de devinettes, d'énigmes en mathématiques. Sous forme plutôt ludique la première journée, pour progressivement faire passer les élèves de ce temps de vacances à ce temps d'apprentissage. Mmh. Donc, c'est quand même assez violent, hein, pour les élèves, c'est stressant et beaucoup d'élèves sont stressés parce qu'ils vont rentrer dans une nouvelle classe, nouveaux enseignants Mmh. qu'ils ne connaissent pas. Donc, essayez justement de leur rendre, ces premières journées douces avant de pouvoir, commencer la journée suivante, des apprentissages beaucoup plus, je dirais, académiques. Très bien, Marie-Béatrice, et on va terminer les dernières recommandations, les petites choses à ne pas oublier comme tu dis, hein, le jour J, à quoi penses-tu? Alors, une chose importante, c'est ne pas oublier de préparer des listes d'élèves. Vous en préparez plusieurs, vous les photocopiez, parce que vous aurez une liste qui va vous servir à peut-être à désigner quels sont les élèves qui sont absents, une autre liste qui va vous permettre de savoir qui va manger à la cantine, et cette liste-là, vous allez la donner aux surveillants de cantine quand les élèves vont partir à la cantine. Une liste, peut-être de savoir qui va à la garderie ou à l'étude, le soir. Et puis surtout une liste, notamment pour les élèves de maternelle, voire de CP, de comment se déroule la sortie, quels sont les élèves qui vont quitter l'école et avec qui. Ça, c'est important, de le connaître très vite pour assurer la sécurité des élèves. Ensuite, il est important également d'avoir une liste où vous allez avoir, des renseignements comme, est-ce que des élèves ont déjà bénéficié les années précédentes d'un PAI, d'un PAP, d'un PPS? Ou peut-être, d'aménagements particuliers si, il y a une AESH qui intervient, dans l'école. Est-ce que c'est des AESH individuels pour quels élèves ou collectives pour la classe? Donc à savoir comment justement, quels sont les renseignements précis sur tous ces élèves-là. Ces listes-là, si vous voulez renseigner toutes ces informations-là sur une seule liste, ça ne vous conviendra pas. Donc prévoyez plusieurs listes. Ensuite, le jour d'après-rentrée, donc vous aurez des services de récréation, qui vont être établis par le directeur ou la directrice. Donc notez bien, hein, tous ces services de récréation pour ne pas les oublier. Et puis, les notez également les espaces,
qui vous sont destinés, comme par exemple le préau pour faire de la gym, ou alors le gymnase, ou alors la salle de motricité de l'école maternelle, mais aussi s'il y a besoin de code pour y accéder, hein. Je pense par exemple dans certains gymnases, il faut un code pour pouvoir accéder au gymnase. Pensez également donc quels sont les différents documents qui sont à remettre aux familles en début d'année. Il y en a beaucoup, hein, des feuilles de renseignement, des documents d'information sur l'assurance scolaire, par exemple. Donc ces documents vont devoir revenir à l'école. Donc là aussi, si vous avez une liste toute prête, quels sont les élèves qui vous ont rendu tel document, tel document, tel document, pour voir ceux qui ont été oubliés, ceux qu'il va falloir réclamer, etc. Ça, c'est important. Et puis, oui, la chose vraiment importante, je crois que vraiment, c'est surtout savoir comment l'élève va repartir de l'école. Parce que les parents vont vous confier un élève. Alors c'est moins valable pour le cycle 3, mais quand même, ils vont vous confier un élève, ils vont être contents de prendre leurs vacances, comme ils nous disent à chaque rentrée. Mais ils vont vous confier leur enfant, et vous, par contre, vous allez en avoir la responsabilité. Et comment va-t-il quitter l'école ensuite? Ça, c'est très important, hein, de le savoir. Donc, c'est vraiment, je crois, la chose la plus essentielle, me semble-t-il, pour le jour Et de la oui, rentrée. parce que vous avez des élèves en CM1, CM2 qui rentrent tout seuls à la maison, parfois Eh oui, avant, mais il faut évidemment des autorisations et ça, faut être très clair par rapport à cela. Ou oui, qui oui, peuvent tout à fait. avoir des grands frères, grandes sœurs qui peuvent venir les chercher. Enfin, il y a différentes modalités, ça, c'est Oui, bien de le clarifier le plus tôt possible, hein. très Très bien. bien, bah, écoute, Marie-Béatrice, je pense que c'est clair. Alors, tout à l'heure, je lisais, hein, Jennifer qui était intervenue nous disait qu'elle avait été embauchée avant-hier en tant que contractuelle et qu'elle serait en binôme, en maternelle. Donc ouais, belle rentrée à vous, Jennifer. Alors, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que avec la fabrique du prof et je pense à vous particulièrement si c'est votre première année, Jennifer, je ne sais pas, peut-être que c'est pas la première année en tant que contractuelle, mais nous, on peut, si vous le souhaitez, vous accompagner. En tout cas, vous pouvez nous appeler pour avoir des informations par rapport à cela. On a une formule perfectionnement, qui peut être financée par le CPF dans laquelle vous allez passer une certification numérique. Vous avez accès, à une formation numérique sur, e-learning et vous avez un coaching annuel avec, des enseignants experts comme Marie-Béatrice, hein, qui, vous accompagnent pas à pas justement, alors qu'ils ne font pas à votre place, mais qui vous accompagnent pas à pas et l'accès à des séquences aussi. Alors, c'est des séquences qu'on a conservées, hein, des années précédentes et qui sont toujours des outils évidemment, très riches qu'il faut adapter au changement de programme, à votre classe, à vos élèves, mais qui sont des bases, solides, hein. Marie-Béatrice, tu peux en attester, Tout à fait, qui oui. a aussi travaillé et puis, donc ça, c'est la formule perfectionnement et à côté, on a le coaching, hein, annuel. Donc là, c'est un coaching, vous avez, un formateur expert. Donc, Marie-Béatrice, tu peux nous en parler aussi, mais c'est vraiment, une relation privilégiée avec un formateur, durant toute votre année avec des échanges par téléphone, mail, visio parfois pour pouvoir vraiment, vous aider à construire votre année, revenir sur des difficultés, avoir un avis sur un emploi du temps. On parlait de l'emploi du temps. Voilà, enfin, c'est tout cela, peut-être peux-tu en dire un mot, Marie-Béatrice? Oui, en fait, le coaching, ça peut être intéressant pour certaines ou certains d'entre vous qui se sentent pas à l'aise au niveau de la gestion de la classe, hein. Alors que ce soit parce que vous avez des enfants, vous avez des situations d'enfants particulières, et vous n'êtes pas toujours entendu par l'équipe qui vous entoure à l'école. Comment faire justement pour gérer ces situations particulières? Je pense par exemple des enfants qui ont des difficultés de comportement à l'école et on ne vous écoute pas, on ne vous donne pas de conseils. Donc comment faire justement pour gérer ces situations difficiles? Ça peut être aussi la veille ou enfin, la semaine avant une visite d'informateur où vous êtes en panique et vous avez besoin de conseils sur vos préparations, sur la manière dont vous avez prévu votre travail,
on peut intervenir, sur ce plan-là. Ça peut être aussi par rapport à un projet, hein. Je pense à une stagiaire avec qui je travaille depuis un certain temps, qui me demande des conseils sur des projets en danse contemporaine ou en art plastique, par exemple, ou récemment, c'était sur la lecture et la littérature, pourquoi pas? Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On est vraiment là pour essayer de vous aider un maximum, que vous réussissiez votre année, que vous soyez beaucoup plus serein ou sereine dans le cadre de votre enseignement, parce que c'est vrai que ça se ressent aussi chez les enfants, et que vous puissiez donc être rassurés. Mais ça peut être par exemple aussi un problème de conflit avec des parents d'élèves, par exemple, tout simplement, hein. Absolument. Voilà, bah, écoutez, n'hésitez surtout pas à nous contacter, poser des questions, que cela vous intéresse ou que ça se mette pas en place, mais sachez que vous pouvez, ne pas être seul pour pouvoir, réaliser, votre première année en tant que contractuel ou votre première année en tant que lauréat ou parfois, comme tu le disais, tu accompagnes une enseignante depuis plusieurs années pour travailler sur des projets, très spécifiques. On est et nos formateurs sont à vos côtés pour cela. Voilà, bah, écoutez, un grand, grand merci à Marie-Béatrice pour tous ces conseils qui sont, toujours évidemment essentiels, importants. J'espère que vous êtes listé des points sur lesquels vous allez, réfléchir, vous organiser et puis, bah, écoutez, on se retrouve pour un prochain live, Marie-Béatrice, Oui, oui, tout à et bon fait. Moi, je vais vous ressenti. souhaiter une bonne rentrée, hein, vraiment. Bonne Exactement. rentrée. Essayez de souffler, soyez sereine, profitez-en, appréciez ce bon moment. Voilà. Ouais, absolument. Bon courage à toute, la promo Olympe de Gouges qui a passé le concours cette année et qui voilà, est à quelques heures, de se retrouver avec leurs élèves. Donc, savourez effectivement, ces moments, dont on se souvient, évidemment toute sa vie, sa première rentrée. Tout à Merci fait. à tous et à très, très bientôt. Bonne À journée. bientôt. Au revoir. Au revoir. Hop, alors on va vous quitter.